dans l'univers de Mandala. Eh bien, bonjour mes amis de Wiki Radio et surtout content de vous retrouver donc parmi nous. Alors, j'espère que vous allez bien, vous passez une agréable après-midi. Nous, on est ensemble dans Gotmantica jusqu'aux alentours de 16h et on va explorer ensemble l'univers des arts divinatoires. Alors, vous allez peut-être me dire, tiens, les arts divinatoires, on en parle beaucoup, ça comprend la voyance, la boule de cristal, beaucoup de domaines dans lesquels l'art humain exerce au mieux et dans lequel aussi on retrouve ce qu'on pourrait qualifier une mancie, donc une manière de prévenir et de prédire l'avenir. Mais qu'en est-il vraiment ? Donc nous allons au cours de cette émission poursuivre en quelque sorte le thème de l'émission Débat libre antenne de vendredi passé sur Radio Arcadie et aujourd'hui donc on va entamer les arts divinatoires, donc les techniques de voyance et voir aussi pourquoi est-ce que l'homme a besoin de faire appel à la voyance. On va peut-être commencer et surtout quant à nous étudier donc l'historique, faire un petit tour d'histoire de la voyance, voir où en sont ses origines et de quoi ça en découle. Alors si vous avez des questions bien sûr à me poser avec le thème de l'émission, je vous rappelle donc l'adresse du site internet de Wiki Radio. Vous pouvez m'écrire directement via le formulaire de Wiki Radio, donc en cliquant sur le petit bouton contact et puis donc vous envoyez vos messages. Sinon il y a aussi l'adresse contact @wikiradio.net. Donc voilà, vous avez le choix entre le bouton contact du site internet de la radio wikiradio.net ou alors en tapant l'adresse mail simplement contact @wikiradio.net. Il y a aussi le petit formulaire de contact, le petit bouton de contact qui est sur l'application de Wiki Radio. Donc si vous nous écoutez via vos téléphones portables, donc sur votre application, eh bien vous cliquez sur le bouton également contact, mail, je sais pas quel nom ils ont donné donc à l'application et voilà, vous pouvez envoyer des textos et tous vos messages s'afficheront bien sûr sur mon écran de contrôle. Alors voilà, donc s'il y a des messages intéressants ou des questions intéressantes par rapport avec le thème de l'émission, bien sûr je vais le partager sur l'antenne. Par contre si vous me faites des petits coucous, des petits bonjours, ça me fait plaisir également, mais ce sera peut-être pas partagé sur l'antenne. De cette manière on pourra avancer donc dans le thème de l'émission. Alors s'il y a un drôle de bruit en arrière-plan derrière moi, ne vous en faites pas, c'est le ventilateur du chauffage qui tourne parce que il fait, comme vous l'avez remarqué, pas très chaud dehors, j'ai même assez froid et donc voilà, le chauffage turbine à fond la caisse dans les studios donc de la radio et ça peut créer un petit bruit d'arrière-plan, ce chauffage qui tourne, c'est un ventilateur, une soufflerie, donc il fait bien au chaud ici, 30 degrés, j'exagère un petit peu, 30 degrés, mais quand même il fait très bon, voilà, 30 degrés à l'ombre on va dire, voilà, on se croirait sous les cocotiers alors que non, on est sur Wiki Radio bien sûr, mais voilà, vous voyez que la canicule c'est quand même froid pour le moment, je sais pas d'où il y a la canicule qui peut être très chaude, mais ici je dirais c'est une canicule sibérienne qui nous vient de Sibérie, donc ils ont annoncé c'est un vent qui nous vient de Russie, un vortex, des grands mots directement pour annoncer donc cette vague de froid, et donc moi j'appelle ça une canicule de froid, une canicule de Sibérie. Ça se peut le temps que nous on a donc des moins 16, des moins 17 ici en Europe, et bien en Sibérie c'est l'été chez eux, parce que je sais qu'en Sibérie j'ai un jour vu un documentaire où une dame jette un seau d'eau bouillante de la fenêtre de sa tour où elle habite, on va dire donc dans du building où elle habite, et l'eau bouillante, le temps d'arriver jusqu'en bas, elle était gelée, et là il fait des moins 50, des trucs comme ça, donc nos moins 17, pour eux, c'est l'été. Donc on peut dire on est en canicule sibérienne. Allez, on va arrêter de plaisanterie sur le froid et rentrer directement donc dans l'histoire des arts divinatoires. Donc il faut savoir quand même qu'un art divinatoire... Oh là Mandala Chakra. Gotmantika. Voilà, on laisse le jingle se terminer. Il me semble que la console de mixage, elle a froid aussi. J'ai touché à rien et ça se déclenche. Ça, c'est les mystères quand même de la technique. C'est incroyable. Je suis en train de parler. Et donc, la console qui déclenche un jingle. Vous voyez, c'est la magie de Wiki Radio. Il se passe des petits trucs un petit peu bizarres. Donc, dans les studios, c'est pas grave. J'espère que tout va s'arrêter là. Que les ordinateurs vont pas se mettre à partir en compote. Donc, je disais donc que la définition de la voyance est la suivante. On dit que c'est un art divinatoire. Tout ce qui est art divinatoire rentre bien sûr dans la catégorie donc de voyance, parce que la voyance a pour but donc de deviner l'avenir, et c'est une technique donc de divination consistant à donner une prédiction, et il en existe bien sûr plusieurs centaines de techniques de prédication et de prédiction ou de voyance, peu importe le nom qu'on a envie de donner à cela. Il y en a plus d'une centaine, et moi j'en ai trouvé même 250 sur internet, et dans les bouquins aussi, il y a même des techniques de voyance que je pourrais même pas imaginer que ça existait, pour montrer qu'on sait pas tout. Je connais les traditionnels, les plus classiques, j'en ai déjà exercé beaucoup, mais de là j'ai vu qu'on peut
faire de la voyance par les aboiements de chiens, par les miaulements de chats. Je suis quand même un petit peu sceptique, quoique les animaux, ils ont quand même beaucoup d'instinct, donc et beaucoup aussi de sensibilité, donc pourquoi pas? On verra bien, on va en discuter justement dans l'émission. En tout cas, dans toutes ces techniques de voyance, ça va de la plus connue, les plus classiques, on va dire, telles que la cartomancie, c'est-à-dire la lecture de l'avenir par les cartes, et au plus confidentiel, bien sûr, telles que l'oligomancie. Alors l'oligomancie, c'est quoi? C'est l'interprétation des hurlements de chiens. Alors, je peux bien croire qu'un hurlement de chien, c'est pas toujours des choses positives. Si un chien hurle à mort, vous allez vous dire, ben là, le présage n'est pas très positif. Mais voilà, mais il paraît que même les aboiements de chiens, les hurlements de chiens, c'était quelque chose de très courant donc chez les chamans. Et donc la préoccupation, c'est une préoccupation quand même millénaire de connaître son avenir, et donc l'origine remonte quand même à aux premiers hommes, les premiers hommes qui déjà essayaient donc à l'époque de deviner le destin qui régit donc nos actes et l'avenir inconnu. Il y a eu les Vikings avec les runes, mais on retrouve aussi l'histoire de lire l'avenir avec des osselets quand on remonte plus vers le début de l'humanité, donc on va dire dans la préhistoire. Et donc les arts divinatoires fascinent les hommes depuis donc la nuit des temps, et ceci par leur faculté de délivrer des présages via des multiples supports et objets. Les plus connus dans le milieu ésotérique sont quand même la boule de cristal, qui est devenue même une référence, et puis il y a aussi le pendule, il y a les runes, il y a les dominos, la mare de café, les feuilles de thé, les coquillages, les flammes, les pièces même, ou alors les bouts de bois, et ainsi, et aussi surprenant les uns que les autres, eh bien, ils vous délivreront donc de précieux présages dans les domaines de votre vie, dans des présages qui pourraient peut-être vous éclairer au niveau de votre vie, ou vous aider à prendre les bonnes décisions. En tout cas, les productions les plus visibles sont quand même les horoscopes astrologiques que tout le monde écoute à la radio le matin, prisés donc par la presse également écrite et populaire. Et il y a aussi des productions de graphologie qui sont particulièrement donc utilisées donc lors des embauches, donc quand vous allez passer un entretien d'embauche. Souvent, on vous demande une lettre manuscrite, quoique maintenant, c'est déjà beaucoup plus compliqué de faire de la graphologie. Alors, est-ce que la graphologie permet de prédire l'avenir? Eh bien oui, en quelque sorte, oui, parce que si on peut, grâce à la graphologie, établir le profil d'un candidat, on sait déjà comment il va se comporter au travail. Si on se rend compte, d'après sa graphologie, que c'est un candidat instable, et peut-être aussi colérique, on sait déjà qu'il fera pas long feu sur son lieu de travail, il va faire ce boulot un certain temps, et puis il va le quitter pour une raison ou une autre, parce qu'il a besoin de changement, ou parce qu'il va se prendre le bec avec des collègues, ou quoi que ce soit. Alors c'est une manière quand même de lire l'avenir, quoi qu'on est plus dans une prédiction qu'on pourrait qualifier scientifique. Même si on étudie la graphologie, on sait maintenant que l'écriture dévoile beaucoup sur notre manière de fonctionner, et donc pour certains, si vous voyez, c'est de la voyance, pour d'autres ils vont dire c'est de la psychologie, c'est la logique, c'est en même temps nos écritures nous trahissent dans beaucoup de domaines. Et donc l'air de rien, on verra au cours de l'émission que les techniques de voyance modernes, on en a parlé d'ailleurs dans les débats à libre antenne, qui sont la PNL, la graphologie, et également donc tout ce qui est profilage, sont utilisés donc lors des entretiens d'embauche. Alors quand je dis entretien d'embauche, c'est pour des postes importants, bien sûr. Si on doit engager quelqu'un pour, je sais pas moi, faire la plonge dans un restaurant, on va pas commencer à analyser sa graphologie, voir aussi son comportement PNL, ou même le profiler, on appelle ça le profilage, pour déterminer si on a un bon candidat ou pas, parce que dans les milieux donc de tout ce qui est Eureka et compagnie, il y a beaucoup de roulements, et on ne va pas pousser les bouchons si loin. Mais si maintenant on a besoin d'un expert, un informaticien, d'un cadre, ou d'un directeur, ou en tout cas d'une haute fonction, ça peut même aller jusqu'à la secrétaire de direction, eh bien là, des techniques modernes, on enlève le mot voyance dans ce cas-là, parce que les entreprises sont un petit peu gênées d'utiliser donc ce terme voyance, et donc ils vont donner des noms plus techniques, et là on arrive donc dans la graphologie, dans la PNL, et donc dans ce profilage des candidats. Mais nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est quand même donc la petite histoire des arts divinatoires, et on va essayer donc d'étudier l'histoire des arts divinatoires à travers le temps, à travers aussi l'univers de la magie, l'univers des sorciers, et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'être humain a toujours eu besoin donc de connaître son avenir, de se projeter dans le temps. Est-ce que c'est par peur de l'imprévu, ou c'est plutôt parce qu'il a envie justement de maîtriser son avenir? Eh bien, ce sont des questions auxquelles on va essayer d'y répondre au cours de l'émission.
On a déjà un petit message qui nous vient donc de Michael le Lotus qui nous dit: salut Mandala, ravi de te retrouver pour cette émission. Tu as raison, la divination existe depuis très longtemps, nous dit-il, et d'ailleurs dans tous les livres sacrés tels que la Bible et autres, il y a beaucoup donc de références dans ce domaine. Il y a déjà aussi beaucoup de sortes de tarot, nous dit-il. Il y a le tarot de Marseille, de Kaplan, le tarot égyptien et autres, mais tout ça ne sont simplement que des supports. Eh bien, si justement on a le temps, on va essayer peut-être de faire l'historique. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent dans mon ordinateur. On va essayer de faire l'historique, en tout cas, des tarots. J'ai envie de poursuivre, quant à nous, notre petite histoire, donc des arts divinatoires. Et il faut savoir que dans les grandes civilisations antiques, l'art de la divination était quand même monnaie courante. Chaque individu, par exemple, du moins en tout cas les seigneurs, les citoyens libres aussi, et bien nantis, et ceux qui jouissaient d'une certaine notoriété, eh bien, consultaient fréquemment les astrologues et divins pour connaître donc leur destinée. Et par curiosité, en tout cas sans doute aussi peut-être par appréhension et surtout par peur de l'avenir ensuite, peut-être aussi que pour se soustraire donc à la responsabilité de prendre certaines décisions graves, on demandait donc à l'oracle, au divin ou à la piti, qui est une sorte de divination aussi, ou même au prêtre chargé donc de divination, de prédire l'avenir. Et puis plusieurs formes de divination donc existaient, alors que les plus répandues étaient quand même la lecture des foies d'agneau. Bah oui, des foies d'agneau, vous vous rendez compte, l'agneau éternel sacrifié, malheureusement, devait donc payer de sa vie pour répondre aux plus banales questions. Quand on regarde les questions qui étaient posées à cet oracle donc de foies d'agneau, c'est des questions qui étaient juste là pour satisfaire l'ego, dans le style: devais-je me marier, à quel endroit ai-je égaré donc tel collier ou tel objet, deviendrai-je riche un jour, ou autre interrogation donc existentielle. Et le foie encore tout chaud donc livrait une sorte de codification durement établie par des participants et par les pratiquants aussi, et des réponses donc étaient données à travers cette codification, et donc les réponses espérées étaient aussi dans une variété d'interprétations qui laissait quand même beaucoup de place au hasard. Ce genre de présage, bien sûr, ça dépend surtout aussi de la personne qui va les interpréter. Et donc cette lecture du foie devient quand même si prisée d'ailleurs que l'on recopia donc sur un simulacre en argile, comme une sorte de tablette. Donc les prédictions apparues donc dans le foie de l'animal, tablette que l'on me remettait ensuite donc aux intéressés, comme maintenant pour dire: tiens, voilà un compte rendu de la voyance que je t'ai fait. Bien à l'époque, le compte rendu donc de la prédiction à travers le foie de l'agneau était remis donc sous forme de tablette. Et en Égypte aussi, on recourut aux oracles, par exemple. Les rois principalement s'y intéressaient avec grand fracas, histoire de justement légitimer donc leurs décisions politiques, et dès lors cautionner aussi par les dieux. À partir du moment que leurs décisions politiques étaient légitimées et en plus cautionnées par les dieux, et là on fait appel à l'oracle, bien sûr, et bien les notables égyptiens les consultaient donc également pour s'informer donc des progrès dans leur vie professionnelle, pour connaître les chances de guérison d'un malade, ou pour démasquer donc les voleurs, pour apprendre donc, ou alors encore pire, pour apprendre le sexe d'un enfant qui va naître, etc. D'ailleurs, je me rappelle que pour apprendre le sexe d'un enfant qui va naître, quand j'allais donc en Italie, j'ai des amis, la famille du côté de l'Italie, j'ai de la famille en Espagne aussi. Vous savez, ici en Belgique, on vient un petit peu des quatre coins du monde. Même si on parle le français, on a des origines des Pays-Bas, espagnoles, italiennes, françaises. Et donc j'ai de la famille qui vit donc dans les montagnes en Italie, une famille éloignée, bien sûr, ce sont des cousins qui viennent, je sais même plus d'où, des manques éloignés. Et donc je sais qu'ils ont une tradition, c'est quand une femme est enceinte, pour savoir donc si elle va accoucher donc d'un garçon ou d'une fille, ils font pas appel à des échographies, à tout ça. Ben non, pas dans les montagnes. Ils prennent simplement donc l'alliance de la femme qu'ils mettent au bout d'une ficelle. Et puis donc ils mettent l'alliance de la femme en contact avec le nombril. Donc il faut que le ventre soit à l'air libre. L'alliance va toucher le nombril, et puis ils vont lever donc le fil auquel pend l'alliance, bien sûr. C'est un petit peu le principe du pendule. Et donc si l'alliance se met à tourner, ce sera une fille, et si l'alliance se met à balancer, ce sera un garçon. Ah ben voilà, donc c'est très aussi simple que ça. Donc un petit fil, une alliance, on touche le nombril du ventre de la personne enceinte, on la lève, et donc si l'alliance balance, c'est un petit garçon, si l'alliance tourne, c'est une fille. Alors vous allez me dire, oui, quelles sont les chances de réussite? Ben jusqu'à présent,
les personnes qui pratiquent ça, ils disent toujours que ça marche à 100%, il n'y a jamais eu de taux d'erreur. Alors pourquoi les pays nécrographie, si avec l'Alliance ça fonctionne? En tout cas, c'est comme ça que ça se pratique donc dans les montagnes retirées de l'Italie. Et j'ai pu assister à ce phénomène. Et effectivement, ils avaient prédit donc pour la fille du village, donc la naissance d'une petite fille. Et c'est une petite fille qui est née. Donc à la séance auquel j'ai assisté à l'époque, c'était en tout cas tombé juste. Alors là, c'est l'Alliance bien sûr qui est en or, qui est précieuse et qui symbolise le mariage, qui représentera donc le balancier du pendule. Donc voilà, c'est un exemple de technique, il en existe plein d'autres. On va justement nous continuer notre petite histoire des arts divinatoires, mais en attendant encore place un petit peu à la musique avec Evior qui va nous interpréter un hymne à la déesse, un hymne qui justement est quelque chose de fantastique, qui va faire vibrer vos tripes et vos cœurs. On peut retrouver d'ailleurs la vidéo sur Facebook si vous allez dans les sites, dans la partie artiste donc du site de Radio Arcadie, même sur Wiki Radio, c'est sur le site d'Arcadie qu'on a mis donc la partie artiste, et donc ce sont les artistes amis. Vous allez voir que c'est quelque chose qui nous prend au cœur. Voici Evior, un hymne pour la déesse. Bien, vous êtes beaucoup à m'envoyer des petits messages et ça fait plaisir donc de vous lire, et comme promis je partage bien sûr uniquement les messages en relation avec le thème de l'émission, parce que des petits coucous j'en ai beaucoup, mais par contre quand vous parlez de voyance, c'est un plaisir de les partager donc sur l'antenne de Wiki Radio. Il y a Johan qui nous dit justement toujours à l'écoute de Côte-Mandica, et j'apprécie justement, je suis en train de lire le livre donc sur la divination de Scott Cunningham. Il touche toutes les sortes de divination, nous dit-elle, c'est-à-dire symbolique, tarot, le sable, les œufs, le miroir, etc. Très intéressant, nous dit donc Johan. Voici une photo du livre qu'elle m'a envoyé, donc une très jolie photo de la couverture du livre, bien sûr, qu'elle voulait partager donc avec nous. Donc c'est un livre de Scott Cunningham sur la voyance. Et puis il y a aussi Florence qui nous fait un petit coucou, qui nous dit bonjour Mandala, superbe émission, comme d'habitude. Je trouve les sujets très intéressants. Je m'intéresse beaucoup à la voyance et j'admire les gens qui lisent donc dans la mare de café. Dire que c'est juste des schémas, c'est souvent donc une très bonne interprétation. Merci pour ce moment de partage. J'en profite également, nous dit-elle, pour passer donc un petit bonjour à Inao, j'espère que je prononce bien, donc c'est Inao, donc qui écoute donc l'émission également. Merci à toi Florence pour ce petit message. Et donc nous on poursuit notre petite histoire donc des arts divinatoires, et justement pour en revenir donc à ces oracles qu'on lisait donc parfois donc dans le foie des agneaux qui étaient sacrifiés, bien souvent la réponse de l'oracle ne se traduisait pas par des phrases complexes, mais seulement par un oui ou par un non, qui se transmettait donc par des mouvements ayant le mouvement arrière ou d'une statue par exemple. Donc ça peut être il y avait donc la divination à travers les foies des agneaux, mais ça peut être aussi à travers des oracles, des objets qui se mettent en mouvement, qui bougent, et souvent donc on posait la question et on avait comme réponse un oui ou un non, un petit peu comme quand on fait donc des séances de spiritisme, avec les tables qui bougent et tout ce qui va avec. Et donc cette question, cette réponse plutôt de oui ou de non, se transmettait donc par des mouvements ayant avant ou un mouvement donc arrière d'une statue, par exemple aussi à l'effigie d'un dieu, par exemple, ou d'une déesse. Les questions étaient tracées, donc étaient souvent tracées ou même écrites sur un bout de papier par papyrus, sur une tablette ou sur un roseau même, et pouvait également donc être proposé oralement selon les méthodes bien sûr autorisées par l'oracle, parce que chaque oracle avait sa méthode de consultation. Et d'autres temples égyptiens préconisaient donc la révélation à travers donc le rêve, aussi à travers les fidèles, les fidélités de culte ou de rituels. Et donc les personnes qui venaient consulter donc ces oracles passaient alors parfois une nuit aussi au temple, et en attendant bien sûr qu'une vision en songe ne viennent donc les délivrer de leur interrogation. Alors c'était des temples assez spécifiques avec des signes gravés au niveau du mur. C'était un temple dans lequel il passait parfois même une nuit seul, donc dans une petite pièce avec comme seule lumière une lampe magique, et donc ces signes qui souvent ne comprenaient pas, ces signes bien sûr sur les murs, mais qui devaient donc leur créer des visions ou des interprétations ou des oracles donc en rêve. Et ces rêves donc nécessitaient par la suite donc une explication, et le plus souvent donc cette explication était fournie bien sûr par une personne désignée à cette fonction, et donc une personne qui était spécialisée dans ces interprétations de visions ou de rêves. Et donc dans certains temples spécifiques, c'était parfois la voix du Dieu que l'on pouvait donc entendre, et bien parfois aussi c'était un canular divin, diraient certains, organisé donc par des prêtres chargés donc de rassurer la population angoissée, alors que d'autres diront c'était vraiment donc des voix qui provenaient donc de divinités. En tout cas, la Grèce
antiques également fait connaître donc ces divins oracles à travers tout le monde, surtout à travers le monde antique, tant il fut donc célèbre, tel que celui des Delphes par exemple et autres, où justement officiait aussi la fameuse Pythie, tenant donc ces prophéties d'Apollon lui-même. Et ce sont donc des prêtres qui redonnaient donc alors par écrit au nombre par écrit donc ces schémas, c'était donné sur des tablettes et ça répondait bien sûr aussi aux nombreuses questions qui les réglaient, qui s'étaient demandées, qui étaient régies donc devant ces dieux et parfois donc ces interprétations divines, ces oracles divins étaient interprétés donc sous forme de vers pour que les fidèles puissent donc les conserver près d'eux et les relire fréquemment. Et dans tout l'Empire romain, les consultations furent donc à leur apogée dans les rangs de la noblesse, les luttes de pouvoir par exemple aussi, ou alors les fraticides, les parricides, les matricides, etc. Donc ne connurent jamais autant donc de rebondissements que sur le règne justement des empereurs romains, chacun y allant bien sûr de ses propres moyens en manière donc de prévention et à l'assassinat, parce que justement c'était une période très trouble où il y avait chaque fois qu'il y avait un complice, ça pouvait se terminer par un assassinat et donc en même temps de nombreuses enquêtes étaient faites parfois par des oracles ou des prédictions, mais ça pouvait même aller plus loin, parce que si par exemple les prophéties donc par les entrailles mes entrailles d'animaux qui étaient sacrifiés, eh bien si ces prophéties prédisaient de nombreux innocents dans la mort, ça les emmenait vers la mort, parce que si maintenant une prophétie disait par exemple au roi, tiens, un tel ou un tel pourrait un jour arriver au trône ou attraper du pouvoir, eh bien là le roi il dit on va le faire assassiner ce type-là parce qu'il va prendre ma place. Et donc vous voyez que souvent les prophéties étaient une manière aussi de manipuler le peuple pour créer donc des crimes organisés en faisant peur justement qu'un tel ou un tel pouvait donc prendre la place d'un autre, ou bien parfois aussi dans des enquêtes, je reviens à mes enquêtes, des enquêtes donc de meurtre ou des enquêtes de vol ou quoi que ce soit, pouvaient à travers ces prophéties donner un nom. Mais non, est-ce que c'était sérieux ou pas? Attention, faut voir, parce que parfois on veut se débarrasser d'un voisin gênant ou d'une personne gênante, eh bien on allait consulter l'oracle et comme par hasard c'était le nom de cette personne-là qui sortait et qui était donc par la suite évincée, si pas éliminée, parce que à cette époque romaine le crime c'était quand même quelque chose d'assez fréquent. Et donc quand on réfléchit, quand on regarde un petit peu donc tous ces moyens de divination dans l'histoire même de l'humanité, dans l'histoire donc ici c'est l'histoire romaine, en tout cas il y a eu certaines études encore maintenant actuellement le comportement de la nature à travers ces prédictions, comme le comportement des oiseaux pour établir donc des pronostics par exemple au niveau de la météo, le comportement du ciel, d'ailleurs dans des vieux almanachs on trouvait souvent donc la manière de prédire le temps à travers donc des présages que la nature nous offrait donc à nous. Mais le plus inquiétant c'était quand même donc ces temples destinés à des dieux ou des déesses qui avaient ce pouvoir donc de vie et de mort ou même ce pouvoir de mariage. Ça pouvait aller jusque là dans la Grèce antique. Si maintenant l'oracle disait qu'une telle personne devait se marier, eh bien on n'avait pas le choix, les dieux avaient décidé ainsi, donc le mariage s'effectuait, les parents capitulaient et les amoureux c'est un grand mot, les personnes concernées capitulaient. Alors maintenant est-ce qu'il y avait du trucage ou c'était vraiment sérieux? Imaginez, je veux faire l'oiseau de mauvais augure et l'avocat du diable, si quelqu'un avait je sais pas moi, une aspiration ou un regard amoureux pour une jolie fille qui n'en voulait pas du tout, peut-être que si on allait trouver donc le temple des oracles et qu'on glissait une pièce d'or dans la main donc de la personne qui devait interpréter l'oracle, en lui disant voilà, faites que l'oracle décide qu'on doit se marier un tel et un tel, et par après il convoque l'assemblée, voilà, l'oracle a décidé qu'une telle personne doit s'assembler, c'est les dieux qui ont décidé ainsi, voilà, pour une petite pièce d'or il achetait l'amour de quelqu'un à travers justement ces manipulations. Il faut toujours être prévoyant, il faut être méfiant aussi, parce que derrière chaque voyance il y a des hommes, je parle de l'homme, homme ou femme, on parle de l'humain en général, et donc la voyance existe bien sûr, et dans ma vie je dois parcourir un petit peu ce que j'ai déjà connu jusqu'à présent, j'en ai connu des bons, j'en ai connu des très mauvais aussi, et surtout à éviter, donc voilà, il faut toujours faire attention en tout cas à cela.
Et donc, je vois encore plein de messages qui s'affichent sur mon écran de contrôle. Il y a Manon qui nous dit encore un thème de Cotemantica fascinant et passionnant. Une petite question, pensez-vous que la divination puisse être pratiquée à tout âge? Je pense particulièrement donc aux enfants, adolescents. Merci pour votre réponse et belle émission à tous. Alors, pour répondre à Manon, oui, il n'y a pas d'âge pour pratiquer la divination. D'ailleurs, il y a même des peuples où souvent on dit que la parole des enfants, elle est sacrée, parce qu'on dit que le cœur des enfants est un corps pur, et donc à travers le cœur des enfants, c'est souvent donc des divinités qui peuvent s'exprimer à travers eux aussi. Et puis un don, il n'y a pas d'âge pour avoir un don. On peut avoir un don pour la peinture, un don pour la musique, un don pour le chant, à n'importe quel âge. Ça peut être jeune, on peut déjà pratiquer jeune ou peut-être plus tard dans la vie. Donc bien sûr, il n'y a pas d'âge du tout pour pratiquer la voyance. Il suffit d'avoir le don, ou en tout cas d'en avoir l'inspiration. Et donc c'est permis à tous donc de pouvoir pratiquer des arts divins. Alors c'est assez complexe quand même, parce que pour en revenir donc à mes méthodes de divination très anciennes, on faisait un petit tour d'histoire. En tout cas, il faut savoir que certains, quand même, donc on étudiait le comportement de la nature, les pronostics de l'avenir aussi à travers le ciel, les bois, les arbres, les animaux même. Un vol des tourneaux pouvait signifier déjà quelque chose au niveau de ceux qui interprétaient donc les signes de la nature. Alors, est-ce qu'on est dans l'interprétation de la voyance? Est-ce qu'on est dans le langage de la nature même qu'on interprète? Oui, c'est toujours ambigu. À partir de quel moment on est dans la voyance, et à partir de quel moment on interprète seulement un langage? Parce que la nature, elle nous communique. Si elle nous donne un ciel rouge, c'est pour annoncer le froid. Si les oiseaux migrent vers une telle direction, ça nous annonce l'hiver. Et donc il y a ce côté-là. Et donc quand les anciens paysans utilisaient donc des almanachs pour reconnaître les forces de la nature, voir les pleines lunes quand elles tombaient à un tel moment, parce que c'est là qu'il fallait planter un tel légume ou une telle plante. Idem, on dit qu'à la Sainte-Catherine tout prend racine, toutes ces choses-là. Est-ce que ce sont des phases de la nature donc on interprète des langages, ou alors est-ce que c'est la prédiction en disant voilà, c'est la pleine lune, le divin vient trouver la personne en disant non, vous devez planter vos salades, c'est une lune spécifique pour les salades aujourd'hui. Je fais une caricature bien sûr, on n'en est pas à ce point-là. Mais donc c'est très difficile à se dire à quel moment on est dans la voyance, à quel moment on est dans l'oracle, et à quel moment on est dans l'interprétation de signes qui n'est rien d'autre qu'un langage, un peu comme quand on interprète le langage de son chien. On sait que si votre chien il vient tout content en balançant la queue de gauche à droite, qui vous saute et qui vous lèche, c'est qu'il est content. C'est pas de la voyance, c'est de l'interprétation donc d'un signe cognitif. Et donc là on va voir que petit à petit on va pouvoir rentrer donc dans des sciences très connus qui ne sont plus du tout des mancies, qui sont plus du tout ésotériques, mais qui étudient aussi en quelque sorte la voyance, mais par d'autres termes appelés donc PNL. Ce sont des termes très techniques. Je pourrais vous donner la traduction, mais ça vous servira pas à grand chose parce que ce serait donc quelques mots en anglais. Mais je veux en revenir quand même à notre histoire de la voyance qui a quand même bercé l'humanité, et surtout peut-être même l'Europe. Je pense qu'en Europe, beaucoup de choses ont été influencées par la voyance, en tout cas, juste ou pas juste, je ne sais pas, mais on peut même dire que l'ésotérisme et donc des prédictions, la voyance, fait partie donc de la face cachée qui a permis à l'Europe d'évoluer. Et si on en est là aujourd'hui, donc dans une Europe telle que nous la connaissons, eh bien, ce qui a forgé notre histoire, bonne ou mauvaise, en tout cas, avait toujours un petit soupçon donc de divin, de divinité, ou en tout cas d'ésotérisme. Et donc pour en revenir donc à ces interprétations à travers la nature, le métier de divin à l'époque, on appelait ça des divins, est à ce point parfois je veux dire, c'est assez complexe, parfois vénéré, ou même pour d'autres ridicule, aussi. Donc pour ça, il était vénéré, pour d'autres le divin était ridicule, ou même escroc. Et puis on utilisa donc, il faut savoir qu'à l'époque on utilisait un petit peu tout et n'importe quoi pour élaborer donc des prédictions, et parfois ça pouvait être même grotesque, et inspiré donc de grandes triades antiques. Et d'ailleurs François Rabelais, dans tous ces divins, ces prédicteurs et tout ça, François Rabelais nous disait que pour bien en démontrer le côté burlesque de tous ces nouvelles mancies, ces nouvelles techniques de voyance qui se formaient à l'époque, eh bien nomma même donc un de ces procédés, donc l'électromancie. En revanche, bien sûr, que les épigrammes donc se multiplièrent au sujet donc des divins et autres donc astrologues et tout ce qui allait avec, parce que ça grouillait de tous les côtés, les bons comme les mauvais. Et donc les opinions étaient bien sûr à cette époque-là très partagées. Certains consultaient parfois la moindre affirmation donc de voyance,
comme quelque chose de réel, quelque chose d'important pour la vie, comme quelque chose de fascinant, hein, alors qu'il y avait quand même toujours une part de probabilité dans tout ça qui faisait que ça pouvait se réaliser ou pas. En tout cas, à l'époque, étant quand même destiné donc à tous ces côtés de voyance, de aussi d'ésotérisme, il y avait quand même en parallèle aussi l'inquisition de l'Église, hein, et donc là les divins, les astrologues n'étaient pas toujours bien vus par l'Église et même parfois soupçonnés donc de satanisme ou alors de commerce hérétique, et tout se joua donc autour de la légitimité des pratiques divinatoires, lesquelles pouvaient donc en étant admises ou pas, hein, est-ce qu'elles pouvaient être fiables ou pas, hein, et donc est-ce qu'elles pouvaient entrer directement en conflit avec le pouvoir clérical, parce que faire la divinité à l'époque c'était un petit peu aller à l'encontre de Dieu, vu que c'était Dieu pour le pouvoir clérical qui désignait le destin des hommes. Alors ces hommes allaient trouver des oracles, des voyants, des marabouts qui prédisaient l'avenir. Est-ce que ça allait en contre de Dieu ou contre Dieu, ou alors est-ce que c'était la parole de Dieu qui parlait à travers ces personnes-là? En tout cas, force est de constater donc que médecins et agriculteurs n'en recouraient pas moins donc à ces signes extérieurs pour exercer donc leur métier et anticiper le résultat dans l'avenir. Donc ça veut dire que ça n'était pas destiné qu'au petit peuple. La noblesse était peut-être même ceux qui allaient consulter le plus donc ces oracles, ces divins, ces voyants. Mais cette lecture de symboles divins ne se pratiquait pas aussi en dehors donc des autorités cléricales, hein, parce que contrairement donc à la divination, hein, qui supposait donc une sorte de commerce direct avec une instance divine ou avec des divins, sans passer donc par les intermédiaires que Dieu aurait mandatés sur terre, comme les saints, les prêtres ou quoi que ce soit. Et donc l'incontournable clergé n'était pas toujours d'accord, et d'ailleurs même Thomas d'Aquin disait déjà au XIIIe siècle que la divination était une usurpation indue donc des droits de Dieu, et donc les arts divinatoires effaçaient ou non, ou en tout cas qu'ils étaient efficaces ou pas, ou ils effaçaient donc l'autorité de Dieu, et la vérité religieuse de toute évidence était un petit peu bafouillée, et c'est en 1586 que même le pape Sixte Quint en interdit donc définitivement la pratique de la voyance dans une bulle célèbre. Et donc la voyance à un moment donné a été interdite, et d'ailleurs si vous regardez quand on dit la divination, donc le rôle d'être un divin est interdit par la loi dans beaucoup de pays en Europe. Par contre, la voyance n'est pas interdite. Alors c'est étonnant parce que quand on pratique la voyance, on fait de la divination. Mais si quelqu'un se dit divin, il peut être, ce sont des lois qui datent de très longtemps, c'est d'avant Napoléon encore. Mais voilà, quelqu'un qui se dirait divin, il serait hors la loi. Mais quelqu'un qui pratique la voyance ne serait pas hors la loi, parce que le terme voyance n'est pas repris donc dans cette loi. Et donc ça laisse un petit peu à confusion. Et voilà pourquoi c'est autorisé donc dans la plupart des pays d'Europe, comme la France, la Belgique, la Suisse, voilà, et d'autres pays. La Suisse, je sais qu'elle fait pas partie de l'Europe, mais enfin elle est tout près de nous, et c'est la même culture, donc voilà. Et puis en Italie par contre, et en Espagne, hein, et même en Grèce, on va souvent donc consulter les oracles, les voyants, même encore à notre époque. Pourquoi? En période de crise, ce sont quand même des pays fortement touchés par la crise économique, et donc ça crée de l'insécurité au niveau du peuple, de l'insécurité aussi au niveau de l'avenir, et l'être humain, il a besoin de se sentir guidé, hein, en tout cas de connaître vers quoi il va. Et donc voilà pourquoi la voyance, peut-être à notre époque, est devenue quelque chose de plus en plus courant, hein. Il suffit de voir le nombre de sites internet, hein, de marabouts, de voyants en toutes sortes, qui commencent à fleurir de tous les côtés, hein. En tout cas, quand on regarde donc l'histoire des arts divinatoires, on peut monter très loin dans l'histoire, et on va petit à petit quand même s'approcher de notre époque et voir un petit peu quel est le rôle de notre époque, donc de prédire l'avenir, et pourquoi tant de personnes donc ont besoin d'aller trouver des voyants, des marabouts, je sais pas moi, j'ai employé le terme sage-femme, mais je sais bien qu'une sage-femme, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une femme qui va donner au monde un enfant. Mais les sages-femmes pratiquaient la voyance également, parce que l'histoire donc du pendule que je vous expliquais en début d'émission, avec l'alliance au bout, c'était souvent la sage-femme qui faisait ça. Donc en plus de mettre le bébé au monde, donc d'accoucher, elle pratiquait la divination, parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas les échographies de ce qu'on utilise maintenant, et donc c'était la sage-femme qui venait
donc prédire ce qui allait naître. Et puis la sage-femme avait encore un double rôle dans les anciennes époques, parce qu'on va dire oui, elle était là que pour l'accouchement, mais elle était là aussi peut-être dans la fonction de gynécologue, parce que elle venait consulter déjà la personne qui allait accoucher quelquefois à l'avance, pour voir comment ça allait se préparer, pour voir si le bébé s'installait bien, s'il se positionnait bien, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle pratiquait parfois cette divination avec l'alliance pour savoir ce qui allait venir au monde, si bien sûr les parents le demandaient. On pouvait très bien dire je laisse mon sort au destin et ce sera la surprise. Voilà. En tout cas, donc quand on regarde quant à nous donc l'histoire de la voyance, de la prédiction à travers donc les histoires religieuses, surtout les histoires de notre religion par chez nous, donc la religion catholique, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'interdictions là-dessus. Et donc on se rend compte aussi que c'était quand même souvent des grands notables qui allaient donc consulter ces voyants, comme les médecins, les marins, les agriculteurs aussi d'ailleurs, et ça fut donc même devenu le cheval de bataille des esprits éclairés de cette époque, des époques anciennes, et on pouvait donc accorder une pertinence à certains signes de la nature, même quand on était paysan ou agriculteur, notamment aussi par l'observation du ciel, où on pouvait par conséquent donc étendre ces observations à d'autres signes ou à d'autres contextes. Mais c'est ainsi d'ailleurs que les méthodes de divination se précisèrent petit à petit dans le temps, et évoluèrent aussi, s'anoblissant bien sûr, vu que c'était la noblesse qui venait aussi également consulter donc ces pratiquants, et donc en s'anoblissant, elles prirent un caractère donc plus sérieux, naquirent alors d'autres types de voyances beaucoup plus réputés, peut-être beaucoup plus sûrs entre guillemets aussi, tels que la chiromancie, c'est-à-dire les lignes de la main, ou l'oriomancie, c'est-à-dire la voyance à travers les rêves, ou encore la physiognomie, les traits du visage. Et donc à cette discipline se greffèrent aussi la cartomancie qu'on connaît actuellement, qui a quand même eu beaucoup de popularité. Il y a aussi la géomancie, la mare de café, la boule de cristal, les feuilles de thé, etc. Et il était évident que les arts divinatoires qui étaient rejetés bien sûr par les émissaires de Dieu, donc par le côté par l'Église, seraient récupérés bien sûr par les adorateurs du diable. C'est ce que faisait croire en tout cas l'Église à l'époque. Et puis les siècles qui suivent la Renaissance fouillèrent quand même de scandales qui donnaient un petit peu de l'eau au moulin donc de l'Église, qui condamnait la voyance, et ces scandales dans lesquels justement nobles et notables furent pris en flagrant délit donc de divination satanique. Et puis n'oubliez pas que c'est à l'époque aussi où il y a eu la célèbre affaire des poisons, pour ceux qui sont au courant de cette affaire des poisons, qui est survenue donc à Paris aux alentours de 1670-1680, et impliquant donc la marquise de Montpassant et la veuve notre voisin, chiromancienne et empoisonneuse, qui fit grand bruit à la cour du roi Soleil. Et donc ce ne fut cependant qu'un épisode parmi tant d'autres au cours duquel donc maintes sacrifices ont eu lieu, tels que des enfants abandonnés, des animaux, et tout ça a eu lieu sous la tutelle donc de Satan, d'après l'Église, pour livrer donc les fidèles sans scrupule des secrets d'un avenir bien approximatif, toujours d'après l'Église. Bien sûr, je pèse mes mots à ce niveau-là, et c'est dans l'élaboration des bases donc de l'astronomie que l'on en vient à éliminer l'astrologie, parce que à cause justement de l'astronomie qui est quand même beaucoup plus scientifique, l'élaboration des bases de l'astronomie ont fait que l'astrologie, qui elle faisait partie des arts divinatoires, fut petit à petit évincée, et donc les arts divinatoires qui en dérivaient de l'astrologie furent également évincés, plus tout ce qui était voyance par les cartes et compagnie. Et donc pendant le siècle des Lumières, ayant à cœur donc le triomphe de la raison, de la science, comme diraient à cette époque les anciens, la raison et la science sous la superstition, parce que c'était le triomphe de cette science et de la raison sous la superstition, vu que la mancie, la voyance était considérée comme une superstition. Bien, les grands penseurs décidèrent donc d'en finir une fois pour toutes avec ces sciences qui n'étaient pas du tout une science, d'après eux. Et donc tous les arts divinatoires furent alors donc relégués aux oubliettes. Et ceci jusqu'aux entours quand même du XXe siècle, et en fait, par après, donc le XXe siècle est devenu l'époque à laquelle on remit au goût du jour donc l'astrologie, par le biais d'abord des horoscopes quotidiens dans les revues, sur les radios, mais également donc de la voyance et de tout ce qui tourne autour, parce que c'est là qu'a commencé à s'établir donc bon grand nombre de
voyance, donc les plus connus jusqu'aux moins connus. Il y a eu des voyants célèbres même qui ont écrit pas mal de bouquins. Il suffit de, je vais pas vous faire leur publicité, mais voilà, il y en a quelques-uns quand même qui sont, des voyants, on dirait plutôt des oracles. En tout cas, c'est au XXe siècle que donc tout ça revenu un petit peu au quotidien, parce que c'était plus considéré comme quelque chose de tabou, de malsain, de satanique, était plus trop condamné entre guillemets par l'Église en disant l'Église, s'ils ont envie de consulter des divins ou des oracles ou quoi que ce soit, c'est pas notre problème. Tant que la foi elle est là, l'Église est un petit peu ouverte aussi, c'est peut-être un petit peu assagie, ou peut-être aussi suite à l'Inquisition, ils ont dit on a intérêt à se la jouer calme à ce niveau-là et donc de laisser les choses aller. En tout cas, vous allez voir que par après, il y a eu donc un grand engouement pour l'astrologie qui depuis est telle que c'est devenu même une sorte de discipline scientifique basée sur la symbolique des astres et de leurs mouvements. Donc on parlait avant d'astronomie, et puis maintenant on reparle de nouveau d'astrologie parce que c'est de nouveau considéré donc comme une discipline scientifique qui est basée donc sur le symbolisme des astres et des mouvements, alors que l'astrologie est de revenu au goût du jour. L'astronomie, quant à elle, est encore devenue à un niveau scientifique beaucoup plus élevé, parce que c'est ça tombait donc dans le domaine plutôt de l'étude des planètes et peut-être de la recherche de la vie ailleurs. En tout cas, il faut voir que de là se décline donc une multitude d'approches pour déterminer donc le caractère des individus en fonction donc de leur signe zodiacal, ainsi que pour prédire donc l'avenir à court terme selon la position des astres. Mais l'astrologie a aussi propulsé donc toute une gamme d'options divinatoires les plus surprenantes. C'est là qu'a pris naissance justement la voyance, qui est de l'acutomancie, la numérologie, qui comprend aussi parmi un éventail des plus larges, justement des plus grandes et des plus larges discipline, scrutant l'avenir. Et puis il y a les anges gardiens, il y a le carré de Mars, il y a la magie des nombres, il y a la chiromancie, il y a les postures canines, ça va jusque là, il y a l'encromancie, les taches d'encre, la graphologie, l'écriture, la kibomancie, les dés, ou l'homine d'automancie, les présages des oiseaux, il y a les runes. Vous voyez que il y a un petit peu tout ça donne naissance à beaucoup de choses, et aucune manifestation susceptible donc d'informer sur les mystères de l'avenir n'est négligée donc à nos époques, parce qu'on parle du XXe siècle, mais du XXe siècle aussi, par on retrouve justement des grands bonzes de la divination actuelle, des grands couloirs, des grands supports. Le plus connu, c'est le Carte. Je suis sûr certain que tous ceux qui m'écoutent actuellement dans Quantumantica aujourd'hui, vous avez quelqu'un quelque part dans vos tiroirs un tarot. Maintenant, on sait bien qu'il en existe de toutes les sortes, mais je suis sûr que vous avez tous un tarot chez vous. Je ne sais pas de la voyance, mais je m'en doute. En tout cas, voilà. Et donc, devinez quoi? Il s'agit justement d'un des domaines les plus lucratifs aussi. La voyance qui soit à notre époque, le nombre de voyants qui grouillent de tous les côtés ne font pas ça pour rien. Parfois même, quand on voit le prix des consultations, on se dit, mais il y a certaines personnes qui travaillent une journée entière et qui gagnent même pas par jour ce que certains voyants vont vous demander pour le prix d'une consultation. Alors, moi j'aimerais savoir, quant à vous, de quel côté de la boule de cristal êtes-vous donc? Êtes-vous plutôt le type de personne à aller consulter des voyants, ou bien êtes-vous plutôt des personnes à pratiquer de la voyance? Et donc j'aimerais bien vous poser la question. Si vous avez envie de me répondre par mail, vous pouvez, mais comme je vois qu'il est temps pour moi d'envoyer de la publicité, je vais vous les mettre sur une question. J'aimerais savoir pourquoi beaucoup de personnes à notre époque, selon vous en tout cas, pourquoi beaucoup de personnes consultent des voyants ou des oracles à notre époque? Est-ce par peur de l'avenir, ou est-ce justement pour maîtriser l'avenir? Est-ce parce que l'homme a horreur de se projeter dans l'incertitude, ou est-ce qu'on ne veut plus laisser de place pour l'imprévu? Ou alors aussi, on a besoin de tout gérer, on a besoin de gérer son emploi du temps, de gérer sa journée, de gérer son job et tout ce qu'on a à faire. Et donc l'avenir fait partie aussi des choses qu'on a envie de gérer, parce que c'est peut-être une des choses de la vie qu'on a peut-être le plus difficile aussi à gérer. Donc voilà, je vous lance la question, pourquoi beaucoup de personnes consultent donc des voyants ou des oracles à notre époque? Et aussi, j'aimerais bien savoir, si vous avez envie de m'en parler, est-ce que vous avez déjà consulté un voyant?
et au fait appel aussi à un art divinatoire quelconque dans votre vie. Donc est-ce que vous avez déjà été consulté un voyant ou une voyante, hein, je parle au masculin, mais c'est un voyant ou une voyante, ou alors est-ce que vous avez déjà fait aussi appel à un art divinatoire quelconque dans votre vie, que ce soit par vous-même, en utilisant vous-même des runes, un tarot, quoi que ce soit pour vous-même ou par un ami, et si oui, j'aimerais bien savoir aussi ce que vous en avez retiré, hein, est-ce que vous avez retiré de ça quelque chose de positif ou de négatif. Alors on pourrait interpréter ça de cette manière-là, hein, oui Mandala, tu nous montres plutôt, est-ce que les prédictions de l'oracle ou de la voyance que j'ai été consulté ou de l'oracle ou de la moncie que j'ai utilisée à donner des prédictions exactes ou pas, ou même aller plus loin, est-ce que ces prédictions se sont réalisées ou pas? Ouais, je pourrais très bien vous tourner la question de cette manière-là aussi. Quand moi je demande si vous en avez retiré quelque chose de positif ou de négatif, je pourrais très bien dire, justement, est-ce que les prédictions que vous avez annoncées, hein, votre tarot, votre ami ou votre voyante, hein, se sont réalisées ou pas? Donc voilà, allez-y, donc contact@wikiradio.net ou le formulaire de contact du site internet www.wikiradio.net. Vous êtes beaucoup à me dire que vous pensez que l'homme a peur de vivre son destin à proprement dit, donc c'est souvent pour ça qu'on va consulter des voyants. Et puis d'autres, j'ai reçu d'autres messages aussi, je vais pas les partager tous parce que sinon on y passerait l'émission, mais donc beaucoup d'entre vous disent c'est par peur de connaître, de pas savoir vers quel destin on va, hein, l'appréhension de l'avenir, et d'autres personnes vont plutôt dans le sens de maîtriser son avenir. Donc vous êtes quand même, je dirais, assez équilibré de ce côté-là. Il y a 50% des mails reçus qui vont plutôt dans le sens, hein, d'envie de consulter des voyances, ou en tout cas des procédés de voyance, parce que l'homme a peur d'affronter son avenir, et d'autres vont plutôt dire c'est pas qu'on a peur d'affronter l'avenir, c'est qu'on a envie de mieux le maîtriser. Dans les deux cas, est-ce que peut-être qu'un va avec l'autre ou un va pas sans l'autre? En tout cas, moi je considère ça plutôt comme deux réponses parallèles. Et puis par contre, ça c'était pour la première question, donc pour savoir un petit peu pourquoi est-ce que beaucoup de personnes consultent des voyants et des oracles à notre époque. Et par contre, j'ai eu seulement une seule réponse, donc pour demander de partager avec moi, donc c'est le fait que si vous avez déjà consulté un voyant, vous faites appel donc à un art divinatoire quelconque dans votre vie, et si oui, en avez-vous retiré donc quelque chose de positif ou de négatif? Là vous êtes plus réservé, hein, je suis sûr certain que beaucoup d'entre vous ont déjà consulté de la voyance, mais peut-être que vous ne répondez pas à la question est-ce que c'était négatif, ou parce que c'est peut-être confidentiel, parce que j'ai reçu quand même une 50aine de réponses pour la première, et là j'en ai reçu qu'une de Joanne qui nous dit oui, j'ai déjà consulté 2 fois donc pour les tarots, nous dit-elle, c'était donc une superbe expérience, les prédictions étaient positives et se sont bien sûr réalisées en 6 mois. Alors depuis mon plus jeune âge, nous dit Johan, j'ai toujours eu une attirance envers tout ce qui représente donc la magie, l'ésotérisme, etc. Et maintenant je possède plusieurs outils divinatoires et j'étudie donc à travers ceux-ci leur pouvoir. Et donc elle a commencé donc par le pendule, ensuite le tarot qui pour elle et son intuition est juste quoi. Donc voilà, sans trop en abuser bien sûr, j'en fais une utilisation modérée, nous dit Johan. En tout cas, merci Johan donc pour ton partage et pour ta réponse. Et donc, une chose importante à savoir aussi, c'est que on voit souvent donc des sites voyants, médiums, tout ce qui tourne autour de tout ça, marabout. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a une grosse différence entre la voyance et la médiumnité, parce que la voyance, ça consiste donc à prédire l'avenir, en tout cas à lire l'avenir à travers un support comme les cartes, la mare de café, la boule de cristal, les hurlements de chiens, parce que j'ai vu ça aussi. Donc voilà, enfin, je vais essayer de vous en partager quelques-unes des plus étranges, hein, si on a le temps au cours de cette émission. Alors que la médiumité, on est plus dans l'oracle. Mais dans l'oracle, dans le fait de communiquer avec les morts, bien sûr, avec les défunts. Donc dans la médiumité, on va pas communiquer avec un dieu ou une déesse, mais avec des défunts. Et donc le médium va plutôt prédire l'avenir à travers les défunts. Donc là, je dirais plutôt que ce qui est étonnant, c'est que quand on pratique de la voyance, je dirais que l'objet, donc les cartes, le pendule, la boule de cristal, sert de support à la personne qui a le don de voyance et qui va interpréter la voyance. Alors que le médiumité, quant à lui, l'objet dans la voyance va servir de support, alors que le médium va plutôt servir d'intermédiaire, je dirais. Et lui, au fait, le médium, peut-être le seul don qu'il a, c'est de pouvoir communiquer avec des esprits. Donc le médium n'a pas forcément un don de voyance puisqu'il communique avec des entités. Et donc le médium
médium est une personne qui sert d'intermédiaire, qui va, s'il est honnête, évidemment, dire voilà, vous posez votre question, j'interroge les anciens, les morts, peu importe ce qu'il a envie d'interroger, et donc il vous donne la réponse, alors que la voyante, elle a ses cartes comme support, mais elle interroge donc son don, et à travers son support, je prends les cartes ou la boule de cristal, elle va pouvoir donc interpréter, en tout cas vous donner des réponses à vos questions. Alors, il faut savoir aussi qu'à notre époque, quand on va par exemple dans un salon de la voyance, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été se balader là-dedans, il y en a de toutes les sortes. Il y a à boire, il y a à manger. Alors, il faut quand même savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on a affaire à un bon voyant, digne de ce nom, un charlatan, parce qu'il faut être honnête aussi. Dans le domaine de la voyance, il y a des charlatans. Il y a le gain, l'appât du gain, parce que ça rapporte gagner de l'argent facilement. On fait une petite consultation de voyance, 50 € par-ci, 50 € par-là, et imaginez, ça à travailler à la chaîne, ça c'est très lucratif comme job. Alors, par contre, d'autres personnes, peut-être plus sérieuses, vont vous faire des consultations des cartes en disant voilà, il y a une tirelire sur mon bureau, je fais les cartes, je vous dis l'avenir et c'est à vous d'estimer ce que ça vaut. Vous mettez ce que vous voulez dans la tirelire. Je trouve déjà ce procédé déjà plus honnête que de demander un tarif fixe, parce que d'abord un tarif fixe, il faut pour ça que la voyance soit fixe, parce qu'on sait bien qu'une prédiction, c'est aléatoire. Il peut y avoir des moments où on est plus en forme, on a plus d'empathie, on a plus le don est plus en effervescence, et donc on va faire des prédictions peut-être plus précises, peut-être plus sérieuses. Et puis à un moment on est plus endormi, on est peut-être contrarié, on est moins réceptif, ou en tout cas on est moins connecté à la voyance, et donc les prédictions seront plus hasardeuses. Alors demander toujours le même tarif, c'est un petit peu comme si vous préparez toujours le même plat. Parfois vous le réussissez, parfois vous le réussissez pas, mais de toute façon, que vous l'avez réussi ou pas, on paye quand même. Il faut se méfier. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans, et puis il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà fait dépouiller aussi par le domaine de la voyance, de ça. Donc soyez méfiants, même si la voyance, bien sûr, elle existe, et qu'il y a des gens très très professionnels et très sérieux, en tout cas très très motivés dans ce domaine-là. Souvent, le côté de la voyance est un petit peu sali, je dirais, par le côté charlatanisme de personnes peu scrupuleuses qui vont également utiliser cet art, parce que il n'y a pas d'école de la voyance. N'importe qui peut s'auto-proclamer voyant. Donc voilà, n'importe qui peut vous dire qu'il a le don. Vous savez pas s'il dit la vérité ou pas. Si vous le savez, c'est que vous êtes voyant. Donc vous savez déjà chez qui aller, mais autant le faire vous-même. Non, mais il y a quand même des petits trucs pour savoir discerner donc les voyants sérieux des mauvais. Je vais vous les donner, c'est très simple. D'abord, un voyant, il ne doit pas vous poser de questions. Un voyant, vous vous mettez en face de lui, qui emploie les cartes, la boule de cristal, le pendule, peu importe, la mare de café, la mare de thé, la mare, je sais pas, moi, les miettes de tartine de pain, parce qu'on a toujours des aussi. Voilà, vous vous asseyez devant lui, et il va pouvoir donc vous décrire votre passé, parce qu'un voyant ne voit pas que dans l'avenir, il peut voir votre vie passée. Déjà, si la vie vécue est déjà exacte, moi, je trouve qu'un bon voyant devrait même commencer par ça. Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut parler du passé? Vous allez me dire, oui, mais le passé, je le connais déjà. Mais parce que, souvent, c'est les actes du passé qui vont influencer l'avenir, parce qu'on appelle ça un petit peu l'effet papillon. On connaissait le terme, c'est même scientifique. On dit que parfois le terme de cause à effet, que le battement des ailes de papillon d'un côté peut créer un ouragan de l'autre côté de la planète. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la voyance. Vos actes du passé peuvent déterminer vos actes futurs, parce que vous avez déjà influencé vous-même votre destin. Et donc un bon voyant sérieux, digne de ce nom, doit pouvoir déjà vous révéler des choses sur vous, de votre vie passée, sans vous connaître, sans vous poser des questions, parce qu'attention, si vous posez des questions, vous tirez les vers du nez, là on tombe dans la manipulation, on n'est plus dans la voyance. Et donc après avoir fait votre passé à travers les cartes, la boule de cristal, peu importe, il doit pouvoir par après bifurquer et évoluer vers le présent, donc la situation présente dans laquelle vous êtes, et puis bien sûr par après aller donc explorer l'avenir. Alors un bon voyant aussi ne va pas demander des prix excessifs. Un bon voyant, le mieux c'est la tirelire, comme je vous ai dit, mais tout ce qui est au-dessus de 50 €, laissez tomber. Si un voyant vous demande plus de 50 € pour une consultation, fouillez, c'est hors prix. Déjà que 50 € c'est limite. Je veux bien si la personne est déclarée, qu'elle a payé ses impôts, tout ça, il n'a plus que la moitié pour lui, puisque l'autre moitié ira à l'État. Mais si au-dessus de 50 €, non, laissez tomber, parce qu'on est quand même toujours dans une mancie, on est toujours dans à peu près dans la prédiction, et donc sauf si vous êtes Rothschild et que vous savez plus quoi faire
faire de vos sous, et que, alors faites un don à Week-end Radio. C'est peut-être une bonne chose aussi, parce qu'au moins, vous investissez donc pour l'avenir de la radio. Et donc, voilà, il faut faire attention aussi. Puis, il y a des voyants aussi qui vont profiter de la faiblesse des personnes, parce que c'est mon rôle aussi de vous mettre en garde contre cela, parce que quand vous allez consulter un voyant, vous êtes en état de faiblesse. Souvent, quand on va consulter un voyant, il y a beaucoup plus de chances sur 10 que c'est parce qu'on a des choses qui vont pas dans la vie, que parce que tout va bien. Si vous avez une vie parfaite, vous êtes heureux, tout ça, je vois mal vous dire, tiens, je vais consulter un voyant pour voir si ma vie sera toujours aussi parfaite, aussi impeccable, aussi heureuse dans l'avenir. Non, c'est souvent quand on a des problèmes, ou ça peut être des problèmes sentimentaux, des problèmes d'argent, parce que c'est toujours les problèmes de l'humain, ça touche toujours l'ego, bien sûr, problèmes professionnels, problèmes de santé également, mais problèmes de santé, avant de consulter votre voyant, consultez d'abord votre médecin, on est bien d'accord. Et donc voilà, c'est souvent autour de ça que ça tourne, et donc le voyant, il vous sait en état de faiblesse, et puis il y a des voyants qui, vous allez chez eux, où ça va pas, directement, ils vont sortir le grand jeu, vous êtes envoûté, vous achetez un sort, je vais devoir retirer ça va vous coûter autant, et voilà, donc il faut être méfiant. Et puis il y a des bons, moi j'en ai connu des excellents, j'ai connu des chamans qui étaient des voyants qui allaient vous partager des choses, qui vous couper le souffle. J'ai connu aussi dans mes parcours, j'ai beaucoup voyagé, je me rappelle un prêtre, il se faisait appeler un prêtre oracleur, ou c'est un liseur d'oracles, mais il disait au fait il disait pas vraiment les oracles, il prenait votre main, il disait ça, j'ai jamais compris pourquoi, il disait qu'il lisait des oracles, il prenait votre main, il vous disait vous avez plein de choses sur vous, et bien il se trompait jamais. Il a d'abord fait pour une amie, pour une copine, tout ça, et puis par curiosité, ils avaient l'air stupéfiés, il a l'air d'être bon, je lui ai donné ma main aussi, il m'a tout balancé, mon passé, le futur, j'y croyais pas trop, et puis tout ce qu'il a dit, c'est réalisé, je vais pas vous le cacher, à l'époque, je travaillais comme enseignant dans le secondaire, donc voilà, j'avais envie d'évoluer un petit peu dans ma carrière, et j'avais un examen à passer en septembre, je dis pour un nouveau poste, j'ai dit que je voulais réussir ou pas, est-ce que je vais avoir le poste qui me plaît ou un autre transitoire, parce que le poste qui me plaît était déjà pris. Il m'a dit ouais, pas de problème, donc il m'a décrit l'examen, là où j'aurais des difficultés ou pas, et le poste que je vais attendre 3 mois pour qu'il se libère, donc j'aurai un autre poste temporaire, tout s'est réalisé tel qu'il a dit. Et alors que moi je m'intéresse à la voyance, j'ai pratiqué moi-même déjà les cartes pour des amis, tout ça, donc c'est mon domaine. Et donc voilà, et donc il y en a des très bons aussi, parce que je suis pas là pour dénigrer les voyants, bien au contraire, je suis juste là pour vous mettre en garde qu'il y a des bons, qu'il y a des mauvais, c'est humain, et donc mais je dois vous mettre en garde, parce que je sais bien que quand on va consulter un voyant, on est en état de faiblesse, et on peut très vite se faire tomber sous sa dominance. Et puis on peut aussi tomber sous la dominance du voyant, comme on peut tomber aussi dans les pièges de la dépendance de la voyance. C'est encore autre chose, ça, parce que quand on va consulter des voyants, peu importe la méthode, on s'en fout des méthodes qu'ils utilisent, on devient accro, on n'arrive plus à se projeter dans l'avenir sans passer par un voyant, parce que voilà, chaque fois qu'on a une décision importante à prendre dans sa vie, on va se dire il faut que je vais consulter un voyant parce que ça va pas, ou ça va pas, alors que vous avez trouvé un bon, la chose qu'il vous a dit c'est réalisé, tout a été correct, et puis vous dites voilà, j'en ai un bon, je vais chaque fois le consulter quand j'ai besoin d'un truc. Alors ça peut venir des futilités, enfin vous pouvez aller le consulter pour dire tiens, je vais m'acheter une nouvelle chemise, que je vais prendre une rouge, une verte ou une bleue, je ne sais pas, je vais consulter mon voyant. C'est peut-être risible, mais c'est vrai qu'on peut devenir dépendant de la voyance, et donc ne plus oser prendre une décision dans sa vie sans passer par un voyant. Et croyez-moi, les plus grands de ce monde l'ont déjà fait. Il y a eu des présidents français, il y a eu même en tout cas des dictateurs, ou peu importe, tous les grands dirigeants de ce monde ont eu déjà recours à des voyants. Et alors je vois qu'il y a des témoignages qui continuent à venir. Donc au niveau de la boîte mail, il y a Michael Lotus qui nous dit donc je suis déjà allé consulter donc à Paris le voyant qui travaillait donc dans une radio, donc tu faisais allusion donc dans la dernière émission. C'est un excellent orateur, il sait ce qu'il faut dire par rapport donc aux questions qu'il te pose, avant. Donc voilà, ça, là on est dans le cas d'un voyant qui pose des questions à l'avance, donc qui vous tire les vers du nez. Par exemple, il nous dit Michael: j'étais donc venu avec mon ex-copine, nous lui avions donc demandé si notre histoire allait durer longtemps, et nous avait répondu si l'un d'entre vous trompe l'autre, ça ne va pas durer. Ben ça, c'est vrai qu'il faut pas de voyant pour dire ça. Moi, je peux vous le dire à n'importe qui d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui dans l'émission, si vous êtes en couple, qu'un de vous deux trompe l'autre, ça ne va pas durer. Ça, Mandala Chakra vient de faire une prédiction en live. Mais non, mais il a raison, Michael. On vous tire les vers du nez, donc on vous pose des questions, et puis la réponse qu'il donne, c'est une réponse très évasive.
persuasif. Hein. C'est sûr que jamais, qu'il dit lui-même, Michael, qu'il aurait pu dire la même chose, mais sur le moment, ça nous avait fait du bien tout de même, parce c'est peut-être un couple qui avait besoin d'entendre des choses positives vis-à-vis du couple, un couple qui a besoin de se retrouver, et peut-être de connaître leur avenir. Mais déjà dans un couple, si on va demander à un voyant ce que le couple va rester, c'est qu'il y a un doute, c'est qu'on a peur, on a peut-être peur de perdre l'autre, et vice versa. Et parfois, il suffit de vous dire sincèrement à votre compagne, je tiens à toi, j'ai pas envie de te perdre, et vice versa. C'est parfois mieux qu'un voyant, mais parfois l'intermédiaire, c'est bien aussi. En tout cas, nous lui avons demandé donc également, nous dit Michael, je poursuis son mail, hein, je donne mon opinion en même temps. Hein, il dit, nous avons également demandé donc nos vies. Voilà, nous avons également demandé nos vies et nous étions très contents donc à l'époque, mais cela fait pas mal d'années maintenant et en plus donc ce n'est pas donné tout cela. Alors donc je sais pas si c'est ce que j'ai bien compris. Donc Michael, si j'ai bien compris, tu es allé donc dans un voyant qui travaille dans une radio. Je sais pas si tu as fait la consultation sur l'antenne de la radio ou si tu es allé en privé chez le voyant. Mais donc chez la radio en général les voyants sont gratuits parce que c'est du show, alors qu'en privé là il peut demander des sous. En tout cas donc ça a dû coûter cher. Donc c'est dit que c'est pas donné, c'est que tu as été donc en consultation privée. Souvent hein, les voyants ils vont utiliser la radio pour se faire connaître et puis par après donc ils font des consultations privées. D'ailleurs, je vous le cache pas, hein, sur Radio Arcadie, comme on fait beaucoup d'émissions en live, vous savez le nombre de voyants qui proposent donc de venir faire des émissions radio sur la voyance. Mais nous, on ne veut absolument pas d'abord avoir une étiquette de radio de voyance sur Arcadie ni sur Week-end Radio, parce que c'est pas le but. Nous, on est la radio de tous les mystères, du paranormal, de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie, mais on veut pas tomber dans cette ci pas qu'on n'y croit pas. Bien au contraire, on veut garder un terme sérieux. On fera des émissions qui traitent de la voyance, comme il y a eu l'émission débat libre antenne, mais pas de voyants, marabouts, quoi que ce soit, qui vont faire de la prédiction en antenne, parce que on ne sait pas leur valeur, et puis voilà, on ne voudrait pas de ce côté-là, donc que ça pourrait tourner mal. Je pense à l'histoire de Didier Derlich, pour ceux qui connaissaient donc RTL hein, dans les années 70-80, je sais plus en quelle époque, mais ça a fait une des journaux où c'était un voyant très réputé à la radio. Il faisait des prédictions, il était très populaire. Hein, c'était une émission, je crois que c'était une des émissions qui faisait le plus d'audimat. Il avait presque une après-midi rien qu'à lui. Et donc l'émission s'appelait même Média Médium. Et un beau jour, ça a mal tourné. Il y a une dame sa fille avait disparu, il demandait si sa fille était toujours vivante, il a dit que oui, il voyait que la fille était toujours vivante, et après on a retrouvé noyée, si mes souvenirs sont bons, un truc comme ça, et donc voilà, ça a fait scandale, et puis après évidemment sa carrière de voyant s'est arrêtée là, hein, il a été licencié, tout ce qui va avec. Ah ben j'ai encore des petits messages, ça c'est une dédicace de Virginie qui nous dit bonjour à tous, ben bonjour à toi aussi Virginie, hein, donc je vois que ça c'est une dédicace qui vient par le formulaire de dédicace, et donc voilà. Pourquoi je vous mets en garde? Parce que il faut pas devenir dépendant de la voyance et pas être accroché à ce besoin-là, comme un bébé serait accroché à sa tétine en disant je peux plus prendre une décision dans ma vie sans passer par un voyant, parce que en faisant ça vous allez vous-même perdre vos propres intuitions, parce que chacun a des intuitions en soi, chacun a ce don de la voyance. Ne pensez pas que les voyants ce sont des personnes qui ont un don ou un pouvoir au-dessus de la normale. Ce sont des personnes qui ont développé un don. C'est pas la même chose. Le don de voyance, ça se développe. Mais on est tous égaux dans la nature. Chacun a ce don de l'intuition. Évidemment, si on devient, à force d'éducation, rationaliste et cartésien, on va étouffer son don d'intuition. Hein, c'est logique. Hein, si vous êtes élevé par une éducation de rationalisme, de cartésien, votre don d'intuition, vous allez l'étouffer. Par contre, si vous avez un attrait pour l'ésotérisme, pour la magie, pour les sciences occultes, hein, et tout ce qui va avec, le paranormal, mais vous allez développer votre don d'intuition, parce que à un moment donné, vous allez vous acheter un jeu de tarot, c'est le pendule, la boule de cristal, peu importe. Et donc voilà, vous avez le don, mais là vous allez dans le sens de le développer, alors que le cartésien qui vit plutôt est rationaliste, et lui la seule chose qui compte c'est le métro, le boulot, le dodo, il va pas développer son don. Sinon tout le monde là, mais à développer il y a des sens différents. C'est comme les muscles, on a tous des muscles, hein, mais il y a des gens qui vont faire du bodybuilding, qui vont avoir une musculation d'athlète, et il y a des autres qui vont plutôt la musculation telle qu'on voit de Louis de Funès, donc dans le Cornio quand il prend sa douche, hein, c'est pas très musclé tout cela, et donc voilà, mais on a quand même des muscles, sinon les bras fonctionneraient pas, mais à des niveaux différents. Il y a encore Michael qui nous donne un peu de précision donc sur sa consultation. Il nous dit que ce voyant, je ne sais pas si tu te souviens, il avait complètement pété les plans directs car il faisait donc la voyance pour les autres, sachant que c'était
que lui était très malade. Ah oui, tout à fait. Oui, non, je comprends. Donc, j'entends. Donc, il nous dit que ce voyant, il avait pété les plans, il avait pété les plans en direct. Donc, il faisait donc de la voyance pour les autres. Et lui-même était malade. Je crois qu'il était atteint du sida, si mes souvenirs sont bons. Il a ensuite plus tardé à arrêter l'émission pour ça, parce qu'il savait condamné, comme tu le sais. Oui, tout à fait, Michael. C'est vrai que c'était Didier Derlich, donc dans Média Medium, il était malade, atteint du sida aussi. Donc après, il a arrêté son émission pour cette histoire qui a fait scandale. Donc il avait annoncé aux parents que la fille est toujours vivante, alors qu'on l'a retrouvée, je crois que c'est même le lendemain ou 2 jours après qu'il avait annoncé ça sur l'antenne de la radio, qu'on l'a retrouvée noyée dans quelque part. Et après, donc, il a annoncé aussi qu'il était atteint du sida. Il l'avait annoncé quand même. Et puis, je crois qu'il a plus vécu très très longtemps. Ben voilà. Et pourtant, il était médiatisé. Je crois que ça a été le voyant le plus populaire de France, que c'était sur les ondes d'RTL. Il avait une après-midi d'émission rien qu'à lui. Enfin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mais c'est un bon psychologue. Mais c'est vrai qu'en radio, moi je dis toujours, ça c'est mon opinion en moi, bien sûr, mais pour faire une bonne voyance, il faut avoir la personne devant soi, il faut ressentir son magnétisme, il faut la regarder dans les yeux, il faut ressentir sa vie. Et on peut employer le tarot, mais le tarot n'est qu'un intermédiaire. Moi, quand je fais les cartes, j'emploie le tarot, c'est un intermédiaire. Je regarde la personne dans les yeux, je ressens son magnétisme. Mais non, en radio, je pourrais encore peut-être avec le son de la voix, mais ce serait plutôt du show radiophonique, parce que j'aime bien faire de la radio aussi, donc je serais plus en mode animateur qu'en mode voyant, mais je pourrais encore dans certains cas. Mais voilà, mais ce serait plus la même chose. Alors évidemment, en radio, je dis pas que parfois je serais dans le bon, peut-être pas dans le moins bon, alors que quand je le fais avec des personnes en face de moi, là je me trompe pratiquement jamais. Là je vois des choses que j'aurais peut-être plus de mal à ressentir si je ferais une voyance en radio. Mais c'est vrai que l'intonation de la voix en dit beaucoup aussi. Mais attention, il y a le côté psychologique également. Si vous avez déjà quelqu'un qui vous pleure au téléphone, vous savez qu'elle a un gros chagrin. Faut pas être voyant pour ça. Non, mais je prends ça comme exemple. C'est des caricatures, mais je vous garantis, ça s'est déjà passé comme ça. Donc dans l'univers de la voyance, à court des messages qui me viennent, je suis content quand vous êtes actif comme ça. Bonjour, il y a quelques années, nous dit-on, j'ai eu une vision, c'était que j'ai écouté donc les paroles de Mandala, du coup, c'est toujours le cas. Eh bien, bis à tous, merci. Ah ben voilà, ça c'est une bonne vision de vivant, ça nous vient. Donc il y a quelques années, il a eu la vision qu'il écoutait les paroles du Mandala, et du coup, ben, c'est toujours le cas. Eh bien voilà, bisous à tous, bisous à toi aussi, un petit peu d'humour, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je suis content de vous lire, de vous voir si participatif, et tout ce qui va avec. Alors, moi je fais une prédiction, j'espère que les radios vont encore tenir longtemps, mais là je sais pas si c'est une bonne prédiction ou pas, parce que ça dépend pas de moi, ça dépend de l'audimat, ça dépend aussi du CSA, des droits d'auteur, et puis des compagnies de musique, de disques qui sont de plus en plus des loups vis-à-vis des radios digitales, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un domaine à exploiter niveau finance. Donc voilà, c'est pas, mais je suis positif, donc comme ça on sait tout. Mais non, moi la voyance, non seulement j'ai pratiqué dans ma jeunesse, et même maintenant encore, enfin ma jeunesse je suis pas vieux, mais quand j'ai pas de ma jeunesse, quand j'étais ado, je me rappelle que pour tous mes amis d'école, tout ça, je vais pas dire mon prénom, mais on savait que mon prénom était associé donc au jeu de tarot qu'il y avait toujours dans mon calepin, dans mon sac à dos également. Et donc quand c'était les récréations, qu'on avait un moment de fourche, on venait souvent chez moi à demander les cartes, et c'était comme une sorte de jeu. Et donc j'aimais bien à l'époque faire ça. Puis la vie a évolué, et voilà, petit à petit je me suis orienté plus magie, plus ésotérisme, et le mandala, comme dirait Vivant, est devenu ce qu'il est devenu, plus animateur radio, mais toujours bien sûr avec un pied dans l'ésotérisme. Et c'est un plaisir pour moi donc de partager mon vécu au niveau de la magie, de la sorcellerie, et de tout ce que j'ai connu à ce niveau-là, et que je connais encore, que je découvre chaque jour donc à travers donc les émissions Godmantica. Allez, je vois que l'émission arrive petit à petit à sa fin. On va s'écouter Paul Vance, passer une petite séquence de publicité, et par après on va clôturer donc l'émission en parlant encore peut-être un petit peu de la différence entre la voyance et un oracle. On verra bien sûr si on a le temps. Eh bien voilà, on lance déjà un petit peu le générique, mais j'ai encore des petits trucs à partager avec vous quand même avant d'envoyer donc les publicités de Week-end Radio. Je tiens à vous signaler que nous allons bientôt donc entamer aussi une émission donc spéciale sur la voyance, une émission qui va donc parler de bonnes choses, de voyance, de cartomancie, tout ça. Ça sera encore une émission peut-être dans le pas des débat libre antenne, mais plutôt
plutôt donc une émission qui serait dans le sens donc des portes du mystère, donc qui vous permettra de découvrir l'univers de quelqu'un, l'univers particulier donc d'une personne qui aura envie donc de communiquer, en tout cas sa manière de fonctionner. Alors, on va pas parler de voyance avec de cartes et quoi que ce soit, non, loin de là. On va parler de quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus peut-être ésotérique. Je vous en dis pas plus, mais ce sera pas pour cette saison-ci non plus, parce que ce sera peut-être pour la prochaine saison, parce que voilà, on est déjà complet à ce niveau-là. En tout cas, moi je voulais vous terminer quand même en vous expliquant la différence qu'il y a entre les oracles et les voyances. J'en ai parlé en début d'émission, mais quand on parle d'oracle, bien sûr, c'est une communication avec les dieux, le divin, ou avec l'univers à travers donc des statues, des fumées, des encens, des chaudrons, quoi que ce soit, alors que la voyance est utiliser un support donc pour justement faire fonctionner son propre intuition, son propre don de voyance à travers justement les cartes, la boule de cristal, la mare de café, tout ce qui va avec. Tout le monde a les dons. Retenez bien que tout le monde est capable de faire de la voyance. Ce n'est pas des personnes extraordinaires, non, ce sont uniquement des personnes qui ont développé leur don. C'est le fait de développer son don, mais c'est l'aiguiser, c'est en même temps se le faire fructifier, comme ce soit, comme on peut développer. J'ai bien expliqué, on peut développer ses muscles, on peut développer son intelligence, on peut développer son agilité, on peut développer aussi son côté manuel pour le bricolage. Oui, dans la vie, ce sont tous des dons innés à la naissance, mais c'est parfois au cours de la vie, au cours de notre évolution, on a tendance à les endormir ou alors à les faire fructifier. Et souvent, donc, le cartésien, le rationalisme va endormir tous ces dons qui seraient en relation, bien sûr, avec le milieu de l'ésotérisme ou même le supranormal, alors que la personne ésotérique, je qualifie ésotérique, c'est tous ceux qui s'intéressent à la magie, à la Wicca, au paganisme, à la sorcellerie, tout ça, tous ceux qui sont un petit peu tombés dans la marmite comme moi quand j'étais petit. Eh bien, on aura plutôt tendance à développer ces dons. Je pense donc aux dons de la voyance, mais aux d'autres dons aussi qu'on peut retrouver donc dans le cadre de la magie. J'avais encore beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Je suis un petit peu triste que le temps passe vite. Temps pour moi quand même de vous quitter. 16 heures passées de 3 minutes. Et donc je vous souhaite quand même une belle après-midi à tous et à toutes, et surtout une bonne écoute de Godmantica. Nous, on se retrouve donc d'ici une semaine, donc d'ici mercredi prochain, entre 14h et 16h sur Week-end Radio, pour un nouveau thème. Je sais pas encore lequel, je vais devoir choisir le thème de Radio Arcadie, ce sera le même sur Week-end Radio. Et donc aussi rendez-vous vendredi sur Radio Arcadie de 21h à 23h dans Godmantica. Bel après-midi à tous et à toutes. Encore merci pour votre participation, ça fait plaisir de vous lire, ça fait plaisir de vous voir actifs aux émissions Godmantica. Et donc à bientôt, restez à l'écoute parce que la musique elle continue non-stop pour vos oreilles, pour vos tympans. Et si vous avez des difficultés à enchaîner la musique après l'émission, il suffit de réactualiser la page. Ça peut arriver parce que parfois je reçois des mails en disant tiens, quand l'émission s'arrête, la musique ne revient pas automatiquement. Non, parfois il faut réactualiser la page parce que ça dépend des navigateurs, des ordinateurs, tout ça. Mais parfois ça se fait automatiquement aussi. Donc si vous avez un PC moderne en théorie, ça se fait automatiquement. Mais dans les PC anciens, il faut parfois réactualiser la page. Donc voilà. À bientôt mes amis et bon après-midi à tous et à toutes. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Mandala Chakra vous présente Godmantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala.